Bienvenue à cette exploration des mécanismes un peu cachés du pouvoir. Aujourd'hui, on plonge dans des documents assez intrigants, Oui. des extraits qui s'appellent The Immortal Deep State, Charting the Crypto Caliphate, a Pirate's First Exposé. L'idée de base, là, elle est, disons, audacieuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle suggère qu'il y aurait des schémas de pouvoir qui reviennent tout le temps, une sorte d'état profond, immortel, qui traverserait l'histoire, tu sais, en changeant de look, mais pas vraiment de méthode. Exact. C'est ça l'idée. Alors, la question que la source pose, c'est est-ce qu'un vieux manuel secret du pouvoir pourrait encore servir aujourd'hui à remodeler le monde? C'est assez provocateur. Oui, et c'est important de comprendre tout de suite que selon ces textes-là, on ne parle pas d'une conspiration précise. OK. Pas d'un groupe défini, mettons un club secret avec une liste de membres. C'est plus un modèle qui se répète. Un archétype. Voilà, une stratégie de pouvoir qui dure, genre un playbook, comme on dit, qui survit au régime, aux époques. D'accord. Fait que notre but ici, c'est de cartographier ces schémas, tels que décrits dans les documents qu'on a, en analysant les arguments puis les exemples. Parfait. On va donc regarder comment ce modèle, d'après la source, s'appuierait sur des échos historiques. On parle des khazars comme courtiers au carrefour, les réductions jésuites comme centre de production autonome, les conversos, ces élites un peu dans l'ombre. Oui. Puis ensuite, on verra comment la source, elle transpose ça aujourd'hui. Les corridors de grains en mer Noire, les guerres des puces électroniques. Les semi-conducteurs, oui. Voir le rôle que la source prête à la Chine comme une possible nouvelle réduction. Et tout ça, ça mène à la théorie centrale que le texte appelle la grande inversion. La grande inversion. Oui. L'idée d'une espèce de reconquista silencieuse menée par un réseau hybride, Hybride. comme les textes le décrivent, Oui. des acteurs liés aux pétromonarchies, des réseaux financiers qualifiés de crypto-juifs, il faut faire attention, c'est leur terme à eux, puis des élites tech chinoises en IA. OK. Qui seraient en train de reconfigurer les systèmes de pouvoir en Occident avec des mots assez forts, crypto-califat, empire fantôme, Wow! qui opérerait via les données, le pétrole, la logistique offshore. D'accord. Bon. Allons-y étape par étape. Commençons par cet archétype, l'état profond immortel. Comment la source le décrit plus en détail? C'est quoi ce fameux playbook? Mais la source le voit comme une stratégie pour durer puis pour influencer, basée sur quelques piliers. Le premier, c'est le contrôle des points névralgiques. Les choke points. Exactement, les points d'étranglement. L'idée, c'est d'agir comme un intermédiaire obligé, qui prend sa cote sur les flux importants, marchandises, infos, argent. L'exemple historique, c'est les khazars qui taxaient le commerce sur la roue de la soie. OK, les PAG incontournables, finalement. Puis le deuxième pilier? Le deuxième, c'est les communes cachées. L'idée, c'est de créer des groupes, des ordres assez fermés. Genre des sociétés secrètes? Pas nécessairement secrètes, mais disons discrètes et très soudées, qui forment des cadres super loyaux puis qui développent des compétences pointues, souvent en avance sur leur temps. Ah! L'exemple historique, c'est les Jésuites dans leur réduction en Amérique du Sud. Ils étaient forts en horlogerie, métallurgie. C'est vrai? Puis la source fait un parallèle avec, mettons, les campus tech très fermés aujourd'hui ou les usines de semi-conducteurs, des incubateurs de savoir-faire critique. Une sorte de pépinière de talent et de loyauté, mais qui fonctionne un peu en vase clos. C'est intéressant comme analogie. Et ensuite? Il y a quoi d'autre? Troisièmement, la richesse hors bilan. Off-ledger, comme ils disent. L'argent qui n'apparaît nulle part. En plein ça. Générer puis gérer de l'argent qui échappe au contrôle, aux taxes des États. Historiquement, les revenus des réductions jésuites, c'était en marge des trésors royaux. Aujourd'hui, la source pointe vers les budgets noirs, les paradis fiscaux ou même les mixeurs de crypto-monnaies. Contrôler les flux, former une élite discrète, puis avoir des fonds pas traçables. Le portrait se dessine. D'autres éléments. Oui, un quatrième. La source l'appelle le régicide moderne, ou regicide. L'idée, c'est plus de tuer le roi physiquement, là. Non, j'imagine. C'est de neutraliser son pouvoir en attaquant son crédit, sa réputation, sa capacité d'agir. Comment? Par des outils comme la guerre juridique, le lawfare, les fuites d'infos ciblées, les cyberattaques, geler les avoirs, couper l'accès à SWIFT. Ah oui, OK. On vise à tuer la liquidité ou la légitimité du pouvoir. Une décapitation symbolique ou financière ou informationnelle. OK. Et le dernier pilier? Oui, c'est le pivot vers un sanctuaire.
Quand ça chauffe trop dans un endroit, On déménage. exactement, cette structure de pouvoir aurait la capacité de migrer, de se déplacer, puis de se réimplanter ailleurs, dans des États rivaux, des zones économiques spéciales, des paradis fiscaux ou numériques. Un exemple? Ben, l'exemple historique donné, c'est les Jésuites. Après la suppression de leur ordre par le pape en 1773, ils ont trouvé refuge en Prusse, puis surtout en Russie avec Catherine II. Ah oui. Ça leur a permis de préserver leur structure, leur savoir. L'entité disparaît pas, elle bouge stratégiquement. Donc, si je résume ce que dit la source, contrôler les carrefours, cultiver des talents loyaux en secret, gérer de l'argent intraçable, neutraliser les adversaires sans violence directe et savoir partir quand c'est nécessaire. C'est ça le mode d'emploi qu'on va suivre. C'est pas mal ça, oui. Ces 5 éléments forment le cœur du playbook décrit. OK. Puis, la source utilise des exemples historiques. On a parlé des causeurs. Mais elle fait un lien assez original entre les pirates, conversos et les réductions jésuites. Comment elle justifie ça? Ah, ça, c'est un point central de leur analyse historique. Les conversos, les Juifs d'Espagne et du Portugal, convertis, souvent forcés, après 1492, Oui. ils sont présentés comme des intermédiaires super importants dans les réseaux commerciaux, financiers de l'époque. Puis certains, pour fuir l'Inquisition, chercher fortune, seraient devenus pirates. Des pirates conversos. Oui, opérant en marge des empires espagnols portugais. La source voit ces pirates et les réductions jésuites comme des miroirs opposés. Des miroirs opposés. C'est une image forte, ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais selon cette lecture, les deux groupes auraient misé sur le secret, des compétences spéciales, puis l'opacité, pour réussir en marge des empires, pour bâtir des flux de richesses parallèles. D'accord. Les pirates conversos, ce serait comme une commune flottante, mobile, insaisissable, qui attaque les richesses sur mer. Les réductions jésuites, elles, ce seraient des communes terrestres en Amérique du Sud qui généraient de la richesse par la production artisanale, agricole, très organisée puis avancée pour l'époque. Un sur l'eau, l'autre sur terre. C'est ça. Mais les deux sont décrits comme fonctionnant sur un modèle similaire. Autonomie, compétences pointues, richesse hors du contrôle direct des États. Ils seraient nés du même traumatisme aussi. L'expulsion, l'Inquisition. Je vois le parallèle structurel que la source essaie de faire, même si le lien historique direct est peut-être pas si évident. C'est une interprétation, disons, audacieuse. Très audacieuse, oui. Comment cette grille de lecture est appliquée au monde d'aujourd'hui, alors? C'est là que ça devient encore plus spéculatif. La source applique ce playbook aux enjeux actuels. Prends la mer Noire, l'Ukraine. Oui. C'est décrit comme un point d'étranglement moderne majeur. Pas juste pour le grain, là. C'est aussi le contrôle des ports, des pipelines, l'accès aux talents tech ukrainiens, même la guerre de l'information. Ah, OK. Dans cette logique, les intermédiaires logisticiens, assureurs, pays médiateurs comme la Turquie seraient les vrais gagnants. Ils prendraient leur péage, peu importe qui gagne sur le terrain. L'idée que les courtiers s'enrichissent dans le chaos. Et pour les semi-conducteurs, les puces? Ben, les puces avancées, la source les compare aux objets de précision des jésuites, comme les horloges. Ah! Les usines de puces, les fonderies, les grands campus tech, c'est vu comme des réductions 2.0. Des réductions 2.0? Ouais, des lieux quasi autonomes où se concentre le savoir-faire critique, l'argent, les secrets industriels. Puis les contrôles à l'exportation de ces technologies, ça crée de nouveaux points d'étranglement stratégiques mondiaux. Et l'intelligence artificielle? Ça fit là-dedans aussi? Oui, les monopoles qui se forment en IA, avec quelques grosses plateformes qui contrôlent les données puis les modèles les plus puissants, Oui. c'est interprété comme l'émergence de nouvelles autorités. Des entités qui pourraient opérer au-dessus des États, un peu comme l'Église ou certains ordres religieux contrôlaient le savoir avant. Celui qui contrôle l'IA contrôle beaucoup de choses. C'est un peu ça l'idée. Ça donne une forme de pouvoir radicalement nouvelle. Ce qui nous ramène aux outils du régicide moderne, les sanctions, le contrôle du crédit. Exactement. Geler les réserves d'une banque centrale, exclure de SWIFT, les sanctions ciblées, c'est présenté comme les armes d'aujourd'hui pour déstabiliser un régime, l'asphyxie financièrement. Et, toujours selon le modèle, les entités visées vont chercher à utiliser le 5e pilier, le pivot vers un sanctuaire.
en allant vers des pays amis ou la crypto. Oui, ou des systèmes financiers alternatifs, en créant de nouvelles alliances pour contourner l'isolement. Tout ça nous amène donc à la théorie centrale de la source. La grande inversion ou le crypto-califat, c'est sûrement la partie la plus spéculative, peut-être la plus controversée. Tu peux nous en dire plus? Oui, absolument. C'est le cœur de la thèse prospective du document. Ça postule qu'une prise de contrôle discrète, une sorte de reconquista caché, serait en cours ou en préparation. OK. Menée par ce que la source décrit comme un réseau hybride, complexe, impliquant des acteurs liés aux pétromonarchies du Golfe, des réseaux financiers mondiaux, que la source appelle crypto-juifs. Encore une fois, c'est leur terme et leur interprétation. Faut être clair là-dessus. Absolument. Et des pôles technologiques chinois liés à l'IA. Ce réseau utiliserait les leviers des données, du pétrole, de la logistique, de l'IA pour reconfigurer dès l'intérieur les systèmes occidentaux. Les termes sont frappants. Empire fantôme, sultanat des données, rédemption pétrolière. Ça suggère un pouvoir presque invisible qui tire les ficelles en coulisses. C'est exactement l'image que la source veut donner. Un pouvoir qui repose moins sur la force militaire classique que sur le contrôle des flux, des algos, des infrastructures critiques, puis sur des alliances discrètes. Pour appuyer cette thèse assez audacieuse, la source revient à l'histoire, à la conquête musulmane de l'Ibérie en 711. Pourquoi ce moment est vu comme un prototype? Ils mettent en avant la rapidité de la conquête, genre 8 ans, menée par des forces surtout berbères commandées par les Omeyyades. Oui. Mais le point clé que la source souligne, c'est les facteurs internes qui auraient aidé. Un soutien logistique, des portes ouvertes par des factions wisigothes rivales, et, selon l'interprétation de la source, par des communautés juives qui étaient persécutées par les wisigothes à ce moment-là. Donc l'argument, c'est que c'était pas juste une invasion militaire venue de l'extérieur. C'était facilité, voire accéléré par des alliances ou des complicités à l'intérieur. C'est la lecture qu'en fait la source, oui. Elle suggère un financement mixte trésor omeyyade, plus contribution locale, puis une dynamique complexe, là, expansion, butin, mais aussi exploitation des divisions internes chez les Wisigoths. OK. La leçon que la source tire, c'est que l'Ibérie n'aurait pas été juste conquise, mais en partie négociée de l'intérieur. Une puissance externe qui voit son action démultipliée par le jeu local. C'est une relecture qui met l'accent sur ces dynamiques internes. Comment ce prototype ibérique est ensuite relié, de manière très spéculative, j'imagine, à ce qui se passe aujourd'hui avec la Chine et certains réseaux financiers? Là, on est clairement dans l'hypothétique, oui. La source avance l'idée que certains réseaux financiers mondiaux, qu'elle appelle crypto-juifs, encore une fois, terme très controversé, qui seraient sous pression en Occident. Oui. Pourrait voir la Chine et sa sphère d'influence comme une sorte de nouvelle réduction, un refuge industriel, technologique, financier. Comme les Jésuites en Russie? Un peu dans cet esprit-là, selon la source, ce sera un parallèle moderne au rôle que certaines élites juives auraient joué avec les pouvoirs musulmans en Ibérie médiévale. D'accord. Puis la source fait aussi un parallèle avec la stratégie prêtée à l'Arabie saoudite, qui utiliserait l'orthodoxie wahhabite comme façade pour une politique très pragmatique de puissance et de courtage international. Ces rapprochements sont pour le moins saisissants. Ça demanderait beaucoup plus de preuves pour être validé, j'imagine. Mais continuons avec la logique de la source. Comment l'Inde entre là-dedans? Souvent, on la voit comme une puissance montante. Oui, mais la source la dépeint comme potentiellement fragile malgré sa croissance. Elle pointe les tensions internes, hindoutva contre minorités musulmanes, la persistance du système de caste, les défis environnementaux, puis surtout le contraste entre des pôles tech de niveau mondial et des infrastructures de base souvent déficientes. Et quel rôle la source donne à la minorité musulmane indienne dans tout ça? D'après l'analyse présentée, cette minorité aurait certains avantages potentiels. Démographie plus jeune, plus dynamique, soutien nutritionnel via les grosses remises des travailleurs dans le Golfe. Ah oui, les remittances. Exact. Puis un soutien financier potentiel des pétromonarchies. La source note aussi leur présence dans des jobs clés dans le Golfe, ce qui crée des réseaux transnationaux. Le document parle aussi d'un paradoxe technologique. L'Inde achète des technologies de surveillance avancées, souvent d'Israël. Oui, c'est ça. Technologie de contrôle, reconnaissance faciale, etc. Mais la source émet l'hypothèse que la minorité musulmane, si elle est soutenue de l'extérieur par les pétromonarchies, mettons, Oui.
pourrait à terme soit apprendre à contourner ces systèmes, soit même, paradoxalement, en bénéficier ou les retourner à son avantage. Wow, c'est intéressant. C'est une logique où l'outil de contrôle finit par renforcer la résilience ou les compétences du groupe ciblé, un peu comme le savoir technique acquis par les indigènes dans les réductions jésuites. C'est assez contre-intuitif comme perspective. Et pour finir ce tour d'horizon, l'Amérique latine et l'Afrique, souvent vues comme juste des réservoirs de ressources. C'est justement ça qui serait leur force cachée, d'après la source. Comment ça? En étant vues comme des zones de chaos, juste des fournisseurs, elle échappe à une attention stratégique trop forte. Ça permettrait le développement discret de réseaux parallèles, finances informelles, crypto. L'invisibilité comme atout stratégique. On revient à ça. Tout à fait. L'Amérique latine, lieu historique des réductions, vu comme plaque tournante pour les ressources de demain comme le lithium et pour les flux financiers alternatifs. L'Afrique, terrain d'influence pour la Chine, des pétromonarchies, Israël même. Son poids démographique, ses diasporas, ce seraient des leviers sous-estimés. Donc, loin d'être juste des pions, ces continents pourraient être, selon la source, des acteurs discrets ou même le terrain principal où se jouerait cette grande inversion. C'est l'hypothèse. Pas juste des objets de convoitise, mais des composantes actives ou le théâtre de cette reconfiguration, utilisant leur image de marginalité comme avantage. D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser l'argument central de la source, il y aurait un vieux manuel de pouvoir. Basé sur le contrôle des passages, la création de communautés d'experts loyaux, la richesse hors système, la neutralisation symbolique et le repli stratégique. Et ce manuel serait toujours d'actualité. Oui, et se manifesterait aujourd'hui sous la forme potentielle de cette grande inversion ou crypto-califat. Impliquant cette alliance spéculative de réseaux liés au pétrole, à la finance mondiale et à la tech chinoise. C'est bien ça, selon la source. L'idée forte, c'est que le pouvoir réel, celui qui dure, opérerait via ces archétypes, bien au-delà des États et des politiques visibles. Ce qui nous ramène à la phrase choc citée dans le texte « Les rois vont et viennent, mais les gardiens du péage ne meurent jamais ». Ça résume bien cette vision, non? Oui, ça encapsule parfaitement la perspective de la source sur la nature profonde, récurrente du pouvoir. Pour conclure, la source nous laisse avec une question assez vertigineuse. Sans chercher à valider ou invalider cette théorie, qui flirte quand même avec une vision, disons, particulière du monde, Il faut rester prudent. elle nous invite à un exercice de pensée. Si on adoptait, juste hypothétiquement, cette grille de lecture, que le pouvoir fonctionne vraiment selon ces schémas récurrents. Comment se changerait notre lecture des alliances géopolitiques actuelles qui semblent parfois bizarres? Oui. Comment on interpréterait différemment les flux d'argent massifs qui circulent ou l'évolution de l'IA? Si ce playbook est vraiment à l'œuvre, où faudrait-il chercher les prochains points d'étranglement? Quelles seraient les nouvelles formes de réduction moderne? Ces incubateurs de pouvoir cachés? C'est une question ouverte, là. Ça incite à regarder le monde sous un angle différent, peut-être plus souterrain, à se demander quelle stratégie invisible pourrait être en train de le façonner.